Bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est la première vidéo officielle que je vais poster sur ma nouvelle chaîne YouTube. Alors le but de cette vidéo, c'est de me présenter, de vous parler de mon parcours dans le business, dans l'expatriation et de manière générale, pour que vous en sachiez un peu plus sur moi et qui je suis, pour prétendre pouvoir vous partager du contenu pertinent sur cette chaîne YouTube et surtout ce par quoi je suis passée. Pour toutes les personnes qui débarquent sur la chaîne et qui ne me connaissent pas, ça vous permettra d'en savoir plus sur moi et sur mon parcours. Pour toutes les personnes qui me connaissent déjà, vous allez apprendre à me connaître encore plus et en savoir encore plus sur mon parcours. Donc j'ai vraiment hâte de tourner cette vidéo et de vous parler de tout ce par quoi je suis passée pour en arriver jusque là. C'est parti. Alors, bienvenue sur ma chaîne, je suis Kilia. Je suis une multi-entrepreneur, donc j'ai fait beaucoup de choses. Je suis à mon compte depuis plusieurs années et je gagne ma vie sur le web. Je vis au Maroc, sur Tanger, depuis plus de 7 ans et donc, comme je vous le disais en introduction, le but de cette vidéo, c'est de vous parler de mon parcours et de vous expliquer comment j'en suis arrivée jusque-là. Alors, l'histoire de cette vidéo, elle débute en 2008 à Clichy-sous-Bois dans le 93. Donc, c'est là que je vivais à l'époque. Alors, ma situation, c'était que j'étais une maman de 3 enfants déjà et je me cherchais. Donc, je portais le hijab, donc le voile, depuis quelques années déjà et je cherchais une manière de m'épanouir. Alors, j'avais cette volonté de m'épanouir dans mon rôle de maman, mais également de m'épanouir dans autre chose, notamment professionnellement. Malheureusement, on le sait, en tout cas à cette époque-là, le fait de porter le hijab, c'était un frein pour pouvoir donc travailler de manière classique, on va dire, dans le salariat. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le fait d'être maman, d'avoir des enfants. Donc moi, j'avais cette volonté de pouvoir être là pour mes enfants les premières années de leur vie. J'avais pas forcément pour ma part envie de les mettre à la crèche ou autre, donc je voulais vraiment pouvoir m'en occuper. Et donc ça pose des problèmes parce que dans le salariat, il y a des horaires imposés, donc qui ne correspondaient pas avec moi ce que je souhaitais, donc tout simplement. Donc à ce moment-là, dans ma vie, j'étais bien, j'étais pas non plus déprimée, mais on va dire que c'était une période où je me cherchais énormément et où je me disais que c'était impossible pour moi d'avoir une activité professionnelle dans laquelle je serais épanouie. Forcément pour moi, il fallait faire un choix entre le fait de m'occuper de mes enfants, d'avoir du temps pour moi, etc. et de travailler. Et en plus, comme je vous le disais, avec le fait que je portais le hijab, c'était encore un frein de plus. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, quand on portait le voile, on avait très très peu de choix. Pour pouvoir se vêtir, pour faire du shopping et je cherchais à pouvoir adapter le port du voile à mes goûts de l'époque, mais c'était très très compliqué, il n'y avait rien qui existait. Et donc moi, dans ma belle famille, il y a mon beau-père qui est tailleur, il y a ma belle-mère aussi qui a fait de la couture, qui a travaillé dans la couture. Donc on va dire que j'étais un tout petit peu baignée dedans et je me suis mis en tête que j'allais me lancer dans la couture pour pouvoir coudre moi-même mes vêtements. Alors sur un coup de tête, j'ai pris mon mari et je lui ai dit allez, on va acheter une machine à coudre. Donc on est parti acheter une machine à coudre, je n'y connaissais rien du tout mais j'étais déterminée. Je me suis dit je vais commencer moi-même à coudre mes vêtements. Donc je suis partie acheter cette machine, je me suis mis à tâter un peu la couture. J'avais ma petite sœur qui venait souvent chez moi et qui dans son école avait fait des petits ateliers de couture. Du coup elle essayait de me montrer un peu comment utiliser la machine. Il y avait mon mari aussi, du fait d'avoir bercé un peu dedans, donc qui me montrait un peu l'enfilage, qui m'expliquait un peu, mais sans plus. À vrai dire, j'étais vraiment perdue. À l'époque, on trouvait pas autant de contenu que maintenant sur internet, etc. pour apprendre. Pas du tout, donc c'était vraiment
fallait compter sur soi-même, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à chercher, donc j'ai commencé déjà à coudre par moi-même, à tâter, à essayer et à m'entraîner un peu avec le peu de choses que je trouvais sur internet. Et surtout j'ai commencé à chercher une association, et j'ai trouvé donc une association dans une ville qui n'était pas très loin de la mienne, dans laquelle je pourrais pratiquer, apprendre la couture. Donc j'allais dans l'association une fois par semaine et donc ça m'a permis d'apprendre déjà à réaliser mes premières coutures, à utiliser la machine, à bien comprendre comment ça fonctionnait. Et donc entre ces petits cours que je prenais et tout ce que moi je faisais par moi-même, j'ai comme ça commencé à évoluer dans la couture. Alors faut savoir que j'avais vraiment la niaque, j'étais vraiment motivée. Alors je m'entraînais, je faisais de la couture le plus possible et je cherchais beaucoup en fait un endroit où je pouvais apprendre. Avec le temps, j'ai eu la possibilité de suivre une deuxième petite formation très courte sur une semaine. Donc grâce à cette formation, j'ai appris encore un peu plus. Donc là, j'ai appris vraiment les petites bases et j'ai commencé à apprendre à faire mes premières confections. À savoir qu'avant ça, je voulais à tout prix faire un djilbab. Donc pour celles qui savent pas ce que c'est, je vais vous afficher à l'écran. Donc je portais le djilbab de temps en temps et donc je voulais à tout prix apprendre à en faire un parce que pour la petite histoire, moi en fait j'allais chez une couturière qui me les faisait. À cette époque-là, c'était comme si on allait beaucoup chez la couturière lorsqu'on voulait se faire coudre des vêtements islamiques. Donc j'allais chez la couturière. Je lui demandais de me réaliser des vêtements et notamment des djilbabs. Et là, donc la première confection que j'avais en tête, je me suis dit, moi, il faut que j'apprenne à faire un djilbab. C'est le premier truc que je vais apprendre. Et donc j'avais testé, j'avais essayé d'en faire un. C'était ma première confection, finition catastrophique, tout ça, mais j'étais trop fière de moi parce que ça donnait quand même quelque chose qui ressemblait à un djilbab. Et donc j'étais contente, j'étais fière. Et donc, j'en reviens donc à ce petit stage, cette petite formation que j'ai fait sur une semaine et qui m'a permis donc d'apprendre encore plus de bases. Mais voilà, j'avais encore un niveau débutante. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraînée. J'étais tellement motivée que je cousais quasiment tous les jours. Je cousais, je m'entraînais, etc. Malgré le fait que j'avais mes enfants, que j'avais des enfants en bas âge. Mais voilà, j'étais vraiment motivée. Et de là, donc, j'ai commencé à évoluer. Forcément, quand on pratique une chose très régulièrement, on évolue. J'ai commencé à évoluer et j'ai commencé à être sollicitée par beaucoup de mes proches qui me demandaient si je pouvais leur confectionner des petites choses. Et donc, je leur faisais volontiers, surtout que je commençais à bien maîtriser les djilbabs, les abayas, les choses comme ça. Donc j'ai commencé à faire des choses pour mes proches et j'ai une amie à moi en particulier, Khadija. Je te fais un gros coucou au cas où tu visionnes cette vidéo un jour. Donc qui m'a demandé de lui coudre un djilbab. Et donc je lui ai fait ce djilbab et elle a été vraiment contente, elle a vraiment aimé et elle n'arrêtait pas de me dire mais franchement tu devrais te lancer, tu devrais proposer tes confections à la vente, etc. Moi je me disais maintenant parce que ça c'était peut-être 8 mois maximum après l'achat de ma machine à coudre. Donc pour moi, c'était encore trop tôt. Je trouvais toutes les excuses du monde pour pas me lancer. Non, mais c'est trop tôt. Non, mais mes finitions, c'est pas encore top. Non, mais j'ai pas de surjeteuse. J'ai pas de machine professionnelle pour les finitions, etc. Donc je trouvais toutes les excuses. Mais elle a pas arrêté. Franchement, elle m'a mis la pression. Non, mais Kylia, tu te rends pas compte ce que tu fais là. Mais regarde, franchement, il est top, etc. Elle m'a dit, allez, prends-moi en photo, poste la photo, puis si t'as des commandes, tant mieux, tu fais les commandes et voilà. Donc je me suis dit, ok, je vais faire ça. Je l'ai prise en photo, donc cette photo, je l'ai encore. Je vous l'affiche là à l'écran, vous voyez, on voit son pagne qui dépasse et tout. On a vraiment fait la photo dans le speed, on s'est pas pris la tête. Et donc, à l'époque, on allait beaucoup sur Facebook, donc j'ai ouvert un compte sur Facebook que j'ai appelé Couture entre sœurs et j'ai posté cette photo. À l'époque, on vendait aussi beaucoup par des forums et par mail. Donc, j'ai ouvert un forum. Donc, mon forum, c'était Salim Couture et j'ai créé aussi un blog. Donc, je crois que c'était pareil, Salim Couture, un truc comme ça. Et donc, je mettais les photos de mes confections dessus. Et à ma grande surprise,
bah, j'ai eu des commandes. J'ai eu des gens qui me demandent, qui me sollicitaient, qui me demandaient de leur coûter des choses. Alors pour vraiment remettre dans le contexte de cette époque-là, il faut savoir que je n'avais pas d'argent de côté, je n'avais pas d'argent à investir, j'étais au RSA, j'avais juste fait des petits boulots, mais rien de voilà, rien de vraiment sérieux. Donc j'avais pas énormément d'argent à investir, je suis vraiment partie de zéro. Donc quand j'ai commencé à avoir des commandes, ce que je faisais, c'est que j'allais au marché, j'achetais du tissu. Donc si j'avais une petite commande et que ça nécessitait 3 mètres, j'achetais 3 mètres de tissu et donc je faisais la commande en question. Ensuite, avec l'argent que je gagnais, je réinvestissais dans du tissu. Donc là, je partais acheter 9 mètres d'avance, 10 mètres d'avance et ensuite je prenais une photo, je disais voilà, j'ai tel tissu disponible, je peux faire telle ou telle ou telle ou telle chose. Et donc c'est comme ça que ça a pris, à ma grande surprise, j'ai commencé à avoir des commandes, des sollicitations, etc. Et ça a commencé à bien fonctionner. Par exemple, parce que voilà, j'aime bien décrire les choses de cette manière. Au début, je partais comme je vous le disais, j'achetais par 3 mètres, par 10 mètres, par-ci, par-là. Et il y a un moment où, au bout de quelques mois ou de quelques semaines même, où j'allais au marché et là, j'achetais des rouleaux. Carrément. Donc quand je venais, le vendeur, il se frottait les mains, il était content parce qu'il savait que j'allais prendre des rouleaux. Après, j'achetais pas non plus 10 rouleaux, mais il m'arrivait de prendre 3, 4 rouleaux quand même. Et ben, j'avais des commandes, donc ça partait assez vite. Et donc, ben, de là, j'ai commencé à voir que ça a fonctionné. Et également, on a commencé à me solliciter également pour des formations. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des femmes qui étaient comme moi. Elles étaient bien contentes d'avoir une couturière, donc comme moi, qui leur fasse des confections, mais elles voulaient aussi avoir de l'autonomie, pouvoir faire elles-mêmes leur confection. Forcément, ça leur permettrait peut-être de faire des économies, de pouvoir faire les choses par elles-mêmes, etc. Du coup, j'ai commencé à proposer des formations de couture à domicile. Alors, soit je prenais des personnes chez moi, soit en individuel, soit par petits groupes de 4, 5 personnes maximum, soit je me déplaçais à domicile. Alors, il faut savoir que moi, j'habitais dans le 93, à Clichy-sous-Bois. Il m'est arrivé de me déplacer jusqu'à Créteil, jusqu'à dans le 95, je sais plus quelle ville exactement, mais je pense du côté de Sarcelles, etc. Donc je me déplaçais avec mon matériel. J'avais pas forcément à prendre une machine parce que quand je me déplaçais, elles avaient déjà leur propre machine à coudre. Donc voilà, je me déplaçais avec mon matériel. Faut savoir que au moment où j'ai commencé à donner les formations et que j'ai continué, ben, entre-temps, je suis tombée enceinte, j'ai eu mon 4e enfant et après quand elle a un peu grandi, ben, parfois je me déplaçais même avec elle pour donner des formations. Donc j'étais vraiment motivée à cette époque-là et ça je m'en rends compte que maintenant. Donc du coup, j'ai commencé à proposer des formations et là aussi ça a vraiment plu. J'ai eu énormément de demandes et là franchement à cette époque-là je pense que j'ai dû former franchement plusieurs dizaines franchement de personnes faciles. Je pense qu'on a atteint ouais, facile les 100 personnes. Donc on récapitule, je vendais mes confections donc que je réalisais sur mesure. Et en même temps, j'ai commencé à proposer des cours de couture. Donc, je me suis rendu compte aussi que les personnes qui prenaient les cours de couture, elles ne savaient pas où acheter du tissu. Et moi, donc, ça y est, avec le temps, ben, j'avais mes petits contacts, j'avais mes petits fournisseurs. Et du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté des rouleaux, donc j'avais la possibilité aussi de vendre du tissu. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à vendre du tissu. J'ai commencé à fournir donc des couturières en tissu et là encore ça a super bien fonctionné. Donc vente de mes confections, vente de tissus et je proposais mes services de formation à la couture. Et comme je vous l'ai dit, bah, tout ça, ça fonctionnait assez bien. Mais voilà, ça restait encore un petit truc pour mettre, comme on dit, du beurre dans les épinards, pour arrondir les fins de mois. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui me tient vraiment à cœur. C'est lorsque il y avait une époque où voilà, c'était un peu compliqué financièrement, etc. Et ça allait être la rentrée scolaire. Mon fils devait rentrer au CP, il me semble, ou je sais plus exactement, ça fait un peu longtemps. Mais en tout cas, avec les dettes, les factures, etc., on n'avait pas de quoi lui le rhabiller un peu, lui acheter des fournitures, etc. C'était très compliqué.
Et donc, ce que j'ai fait, c'est que en urgence, j'ai organisé une formation, un stage sur une semaine. J'ai pris 4 ou 5 élèves, je sais plus à l'époque. En tout cas, ça m'avait fait 400, 500 euros. Et avec ça, j'avais pu aller lui faire sa rentrée scolaire. Et c'est vraiment une anecdote qui m'a marquée parce que de là, déjà, en tant que femme, que voilà, je vous ai parlé un peu de ma situation dans laquelle j'étais, je me cherchais, etc. Ça m'a vraiment j'ai vraiment été fière de moi, je me suis sentie utile et tout. Franchement, j'étais contente, j'étais vraiment contente, j'étais fière d'avoir pu aussi contribuer. Voilà, vous savez, la famille, le couple, etc. C'est travail d'équipe. Donc franchement, j'étais vraiment contente et ça m'a vraiment fait un peu prendre conscience qu'il y avait quand même du potentiel dans ce que je faisais. Mais voilà, pour moi, ça restait encore un petit truc comme ça et tout que je faisais comme ça de temps en temps. C'était pas à temps plein, etc. Ensuite, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué un peu tout ça, mais moi déjà, je me suis rendu compte à cette époque-là que ce que je préférais vraiment, c'était l'enseignement. Donc, j'aimais énormément enseigner, apprendre aux autres ce savoir-faire, les voir être fiers d'elles, les voir réussir des choses, etc. Franchement, c'était vraiment mon kiff. Et à cette époque-là, je m'étais pas encore consacrée beaucoup plus à ça, mais en tout cas, je sentais que c'était vraiment ce que je préférais dans ce domaine-là. Donc le temps a passé, les années ont passé. Il faut savoir que avec mon époux, on avait pour projet de partir vivre à l'étranger. Donc on voulait aller vivre à l'étranger et voilà, c'était un projet qu'on avait. Et plus les années passaient, plus on avait cette envie de partir. Du coup, c'est en 2012 que voilà vraiment ça a été de plus en plus fort et là on s'est dit vraiment ok, on se laisse un an maximum. Dans un an il faut qu'on soit parti quoi qu'il arrive. Et du coup on a commencé à s'organiser pour partir, donc à mettre de l'argent de côté, etc., et à faire ce qu'il fallait. Mais en ce qui me concerne, du coup, je commençais à me dire, ça va, pour moi, ça va pas être possible de continuer mon activité, vu que les formations de couture, je pourrais plus en donner. Et pour les confections, donc nous, on pensait à partir en Égypte. Ou peut-être en Tunisie à l'époque, et je me disais là-bas il y a des couturiers, ils sont talentueux, c'est pas cher, etc. Donc moi je vois pas ce que je vais apporter, et du coup mon projet professionnel, pour moi j'avais pas de vision, je me disais que j'allais peut-être devoir arrêter et que j'allais revenir un peu à de la couture juste pour le loisir. Donc, le temps a passé, on s'est préparé et on a décidé de partir en Tunisie parce qu'il commençait un peu à avoir des problèmes en Égypte. On était parti en Tunisie plusieurs fois, on avait beaucoup, plusieurs fois, on est parti une fois. On a beaucoup apprécié, on était resté longtemps, hein, on n'est pas parti juste une semaine. On était parti, on a apprécié, on a bien aimé, on avait des connaissances là-bas, etc. Donc on a décidé d'aller s'installer en Tunisie. Donc je vais faire une petite parenthèse sur ça et je vais un peu revenir au business parce que j'ai quand même sauté certaines choses. Donc, pour vendre mes confections, je vous ai dit que je vendais via des forums, via mon blog que j'avais créé, donc via mon forum, mon propre forum personnel, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se passait, via mon blog que j'avais créé, via des emails. On envoyait même c'était l'ancêtre des newsletters là de maintenant, et via Facebook. À l'époque, c'était le début de Facebook. Mais il faut savoir que je participais aussi à des salons 100% femmes. Alors, le premier salon 100% femmes auquel j'avais participé, tenez-vous bien, c'était à Mantes-la-Jolie. J'habite à Clichy-sous-Bois. C'était à Mantes-la-Jolie. Les personnes qui connaissent la distance entre les deux, vous allez comprendre pourquoi j'appuie bien dessus. C'était super loin. Mais en fait, c'était le début des salons 100% femmes. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas encore à cette époque-là. C'était le premier. Pour moi, c'était waouh. C'était la première fois que j'entendais ça. Un salon qui réunissait plusieurs commerçantes et voilà, dans lequel il y avait des activités. Je sais plus s'il y avait eu des activités dans celui-là. Ça fait tellement longtemps. Mais bref, je m'étais déplacée jusqu'à ce salon-là et franchement, j'ai trop aimé, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance, tout, comment ça s'était passé. J'avais beaucoup aimé.
Et du coup, après, ça s'est développé. Donc, moi, j'ai décidé de participer à des salons en tant que commerçante. Donc là, quand je devais participer à des salons, c'était du boulot. Il fallait que je couds à la chaîne plusieurs, parce qu'il fallait que j'ai du stock. Et c'est moi qui, là, c'était plus, voilà, j'ai une commande, j'ai le temps de le faire, etc. Il fallait que j'arrive avec du stock. Donc, du coup, je prenais peut-être une semaine, voire 10 jours avant le salon. Je cousais, je cousais plein de trucs. Et voilà, comme ça, j'avais mon stock pour mon stand. En général, quand je faisais ça, j'allais chez ma mère dans le nord. Je restais là-bas pendant un moment parce que comme ça, elle m'aidait avec les enfants, il y avait mes sœurs, etc. Et voilà, ça aussi, je me rends compte, vous voyez, que j'en ai fait des choses parce que franchement, je faisais de la couture à la chaîne à ce moment-là. Et franchement, ben, j'ai participé à des salons, ça se passait plus ou moins bien. En tout cas, au début, dans les salons, ça cartonnait vraiment. Donc ça se passait bien. C'était voilà des personnes qui louaient des grandes salles et qui réunissaient plein de commerçantes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que je vais vous poster quelques temps après celle-ci sur la chaîne. Elle est déjà faite. J'ai juste le montage à terminer, dans laquelle je vous parle justement du business des salons. Je vous parle de mon expérience en tant que vendeuse. Et également en tant qu'organisatrice. Ça va arriver après parce que j'ai également organisé des salons. Donc je vous disais, je suis partie dans mon premier salon à Mantes-la-Jolie et franchement ça s'est super bien passé, j'ai beaucoup aimé. Après les salons, du coup ça s'est développé. J'ai participé à quelques salons. En général, ça se passait plutôt bien. À cette époque-là, j'ai rencontré beaucoup de commerçantes, etc. Je me suis fait beaucoup de contacts. C'était bien aussi pour faire du networking, du coup, du réseautage, quoi, rencontrer d'autres commerçantes, etc. Et voilà, ça se passait plus ou moins bien. Et du coup, en fait, dans ma ville, à Clichy-sous-Bois, il n'y avait jamais eu de salon de ce type qui avait été organisé. Il n'y avait rien du tout qui se faisait à Clichy-sous-Bois. Montfermeil, c'était mort. Du coup, avec une de mes meilleures amies, on s'est dit, bah, tiens, si on organisait un salon sur Clichy-sous-Bois. Il faut savoir que nous, à la base, quand on a fait le salon, c'était pas pour... Au début, on comptait même pas gagner de l'argent. En fait, on avait vraiment cette volonté, en fait, d'apporter quelque chose sur Clichy-sous-Bois, parce que franchement, il y avait rien, c'était mort comparé à d'autres villes. Donc, on voulait apporter quelque chose, qu'il y ait une rencontre où les femmes puissent venir, être entre elles, voilà, qu'il y ait des activités, qu'il y ait des trucs et tout. Ça nous tenait vraiment à cœur. Du coup, on s'est dit, on va organiser un salon sur Clichy-sous-Bois. Alors vraiment, ça, vous allez voir, hein, je vous raconter un peu rapidement comment on a organisé notre premier salon. Mais encore une fois, on avait 0 € à la base. On n'avait pas d'argent. Après, on s'est dit, ouais, mais voilà, c'est mort, on n'a pas d'argent, etc. On s'est dit, vas-y, c'est pas grave. On est parti dans notre ville, il y a une grande salle. On a contacté les propriétaires de la salle et on a demandé à combien revenait la location de la salle. Donc, ils nous avaient dit un prix à l'époque, j'ai oublié, peut-être c'était 2 000 €, un truc comme ça. Mais du coup, comme je vous ai dit, on avait 0. Et au début, on s'est dit, bon, bah, c'est mort, on n'a pas d'argent, où est-ce qu'on va trouver cette somme, etc. Et après, on s'est dit, non, écoute, viens, on se pose et on réfléchit. Est-ce qu'on doit le payer d'un coup ou pas? Donc, on l'a rappelé, on a dit pour le paiement, ça se passe comment? Il nous a dit, non, vous pouvez payer la première moitié, donc un acompte de la première moitié pour bloquer la salle. Et le reste, ce sera donné... voilà, quelques jours ou quelques semaines voilà, avant l'événement. On s'est dit OK. Donc là, ça fait qu'on a 1 000 € à donner. Là, déjà, on a réduit la somme qu'on avait à donner au départ. Et on s'est dit OK, vu qu'on est deux, ça fait 500 €, 500 €. Donc là, on devait trouver chacune 500 €. Et on s'est dit pour le reste, ce qu'on va faire, c'est que comme on va louer les stands, ben avec l'argent des stands, on va payer la deuxième partie de la salle. Donc, on s'est dit, bon, chacune 500 €. Donc là, on partait de, oui, mais il faut 2 000 €, il faut tant, etc. À là, se dire, bon, ben, chacune, on doit trouver 500 €. On n'avait pas l'argent non plus, mais on s'est dit, écoute, chacune de notre côté, on se débrouille, on va essayer de trouver. Donc, on a trouvé, moi, il me semble, à l'époque, c'est quelqu'un de ma famille, je pense, qui me les avait prêtés, ou peut-être que, je ne sais plus, franchement, là, je saurais plus vous dire, est-ce que peut-être j'ai organisé un stage en speed et j'ai eu cet argent, un stage de couture, donc là, je ne sais plus très bien, en tout cas, j'ai réussi à avoir l'argent, elle a réussi à avoir l'argent, et on a réservé la salle. Ensuite, on a commencé donc à faire la communication. Donc moi j'avais mon mari à l'époque qui tâtait un peu internet, faire des flyers, des affiches et tout. Je lui ai demandé de nous faire une petite affiche en speed, il nous a fait une petite affiche.
Et on a commencé à mettre des annonces pour rechercher des stands. J'ai recontacté justement les commerçantes que je voyais quand moi je participais en tant que vendeuse dans les salons, etc. Donc quand vous voyez l'importance du networking et du fait voilà de réseauter comme ça et de se faire des contacts. Donc je les ai contactés. Donc du coup j'ai eu moi j'avais quand même un bon carnet d'adresses, etc. Même des fois voilà j'avais moi-même quand je m'étais lancée parce en même temps que je vendais mes confections, je m'étais lancée aussi, tiens, je viens de me rappeler, mais je me fournissais chez une commerçante en abaya, en bonnet, en accessoires et tout ça, que je vendais aussi en plus. Et du coup, elle, par exemple, je l'ai contactée pour prendre un stand. Voilà, j'ai contacté beaucoup de commerçantes comme ça. Et du coup, on a eu beaucoup de réservations. Après, le bouche à oreille, les commerçantes que j'ai déjà en parlent aux commerçantes qu'elles connaissent, etc. Et très rapidement, on avait bouclé les stands et on a eu la deuxième partie du coup de l'argent. Ensuite, on a eu même en plus, donc après, du coup, voilà, on a organisé le salon. Là, je vais pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse, vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez que je parle vraiment du détail de l'organisation de ce salon, comment on a fait, etc. Tout ce qu'il faut faire si vous voulez organiser un salon. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, mettez-le moi en commentaire et voilà, je détaillerai. Mais là, je vais pas rentrer dedans. Mais là, ce que je voulais vraiment vous faire comprendre, c'est qu'on est parti de zéro et au final on a réussi à organiser ce salon. Donc voilà, on l'a organisé, le salon il a eu lieu, ça s'est super bien passé et en plus voilà, on avait fait venir des commerçants, on a fait venir des associations, il y avait des activités, etc. Il y avait une garderie pour les enfants, franchement c'était vraiment top. Nous-mêmes on avait tenu le stand de restauration avec des pizzas, des sandwichs, etc. Bref, c'était vraiment top et au final on a même fait un bénéfice. À l'époque il me semble qu'on avait fait un bénéfice de 1500 euros. Donc, on avait eu au final 750 euros chacune. Donc, quand on retirait tous les frais de toutes les dépenses qu'on avait eues. Donc voilà pour vous dire que j'ai également fait de l'organisation de salons. Donc voilà, j'ai commencé un peu comme ça à rentrer dans l'entrepreneuriat. Et donc pour en revenir, vous voyez tout ce que je faisais, c'était beaucoup des trucs organisation de salons, participer à des salons, donner des cours à domicile, etc. Et du coup, je commençais à me dire, mais si je pars, en fait, comment je vais faire? Tout ce que j'ai commencé à mettre en place, ça va tomber à l'eau, etc. Mais j'étais tellement déterminée, j'avais tellement envie de partir, etc. que je pensais même pas à ça. Et comme je vous disais, ça restait encore dans ma tête, comme si c'était des à côté. Donc c'était pas encore ouais sérieux, c'est mon métier, c'est mon truc. Et voilà, du coup, pour moi c'était pas si grave. Du coup, donc on s'est organisé pour partir, on a fait tout ce qu'il y avait à faire et on a décidé donc de partir en Tunisie parce qu'il y avait commencé, il y avait des petits problèmes en Égypte, etc. Donc voilà, on s'était dit tiens bon on va aller en Tunisie. En plus on avait bien aimé quand on était parti et tout. Alors, départ en Tunisie, catastrophe. On s'était préparé, on est parti voir, on a fait un repérage, on s'est préparé, on avait nos contacts sur place, on avait envoyé une partie de nos meubles, tout, etc. Et de là, on a commencé à entendre qu'il y avait des problèmes avec la Tunisie, avec les voilés, que c'était les barbus, quoi, les personnes qui pratiquent la religion. En tout cas, à cette époque-là, ils se faisaient refouler, on les laissait pas rentrer dans le pays, même pour des vacances. En fait, il y avait des personnes qui rentraient, il y avait des personnes qui rentraient pas. Nous, on s'est dit, écoute, on est réglo, on n'a pas de problème. Voilà, on est des gens sérieux. On n'a pas de casier judiciaire, aucun de nous deux a un casier, etc. On est une famille, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais bon, on s'est dit, par sécurité, on va appeler le consulat ou l'ambassade, je sais plus. Bref, mon mari a appelé l'ambassade, le consulat. Ils nous ont dit non, il n'y a pas de problème, vous pouvez rentrer dans le pays, mais il n'y a aucun problème, etc. Patati patata. On s'est dit ok, on est parti, on a décidé de prendre notre voiture. On a fait la route avec les enfants, la voiture chargée, une partie des meubles déjà envoyés par transporteur qu'on avait payé, bien sûr. On a rendu notre appartement, etc. 2 jours de voyage. On prend le bateau. On arrive sur place. Ils ne nous laissent pas rentrer dans le pays. Sans aucune raison. Sans aucune raison valable. Ils ne nous laissent pas rentrer dans le pays. Donc le soir même, le bateau avec lequel on est arrivé, on repart avec. Heureusement, on n'a pas payé le retour. Donc on repart avec le même bateau. On repart. Et franchement, ce soir-là, j'étais très très triste. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai pleuré. Quand c'est redescendu, etc., que les enfants étaient endormis, j'ai pleuré parce que c'était quand même difficile de partir.
aujourd'hui en 2023, il y a beaucoup de gens qui partent, c'est stylé, ouais je suis partie m'installer là, tout le monde part et tout. Mais nous à l'époque, c'était difficile avec la famille. Ils nous prenaient un peu pour des fous. Quitter la France, tu vois, le pays où on a la sécurité sociale, où on a les aides sociales, on avait un logement HLM en Île-de-France, c'est compliqué à avoir, etc. Donc lâcher son appartement, tout laisser pour partir avec des enfants, etc. On nous faisait beaucoup culpabiliser et passer pour des fous. Et donc, là, avec la pression et tout, je me suis dit, voilà, tout ça, ça va en fait leur donner raison et tout ça. Donc, franchement, j'ai pleuré, j'ai versé quelques larmes et tout. Et franchement, au bout d'une heure, avec mon mari, on s'est regardé et voilà, nous, on est croyants, alhamdoulilah, et on s'est dit, ben, Allah, il nous éprouve. Allah, il nous éprouve et à nous de placer notre confiance en Allah et Allah, il va nous faciliter quoi qu'il arrive. Maintenant, quoi que peut dire la famille, les proches, les gens, etc. Nous, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, donc restons déterminés. Et donc, franchement, la suite du voyage et tout, on était vraiment... nous-mêmes, on était sereins, mais on avait plus peur sur qu'est-ce que les gens vont nous dire, qu'est-ce que la famille va nous dire, etc. C'était plus ça, mais bon, on s'était dit, ok, c'est pas grave, on va rebondir. Donc du coup, on a fait demi-tour, on est revenu en France, on n'avait plus d'appartement, on n'avait plus rien du tout. Mais alhamdoulilah, donc on a de la famille en France, donc on a pu rester chez la famille. Et très vite, on a décidé de repartir. Et donc très vite, on est quelques mois après cette mésaventure, on a décidé de partir en Égypte. L'Égypte, ça avait été notre premier choix au final. On avait changé pour la Tunisie parce qu'on avait peur à cause de quelques problèmes qu'il y avait en Égypte et surtout aussi parce qu'on se disait, la Tunisie, ça... à l'époque, il n'y avait pas de problème en Tunisie, quoi, c'était bien et ça rassurait la famille de se dire on est proche, c'est à côté, c'est une destination, les gens vont en vacances, etc. Tout ça, tout ça. Mais en vrai de vrai, notre premier choix de cœur, c'était vraiment l'Égypte. On voulait aller en Égypte pour découvrir ce pays et pour étudier aussi là-bas en même temps. Donc du coup, quelques mois plus tard, on a pu rebondir, remettre un peu d'argent de côté et on s'est envolé vers l'Égypte. Alors on est arrivé en Égypte, on a décidé de s'installer à Alexandrie. Et de là, donc j'en reviens un peu à mon activité professionnelle. De là, comme je vous ai dit, moi j'étais en mode, l'Égypte, mais là-bas, c'est le pays des couturiers. Il y avait à cette époque-là, il y avait de plus en plus de marques en fait qui se développaient. Et il y avait beaucoup de marques qui faisaient faire leur collection en Égypte. Donc moi, en fait, j'avais aussi ce petit syndrome de l'imposteur qui était encore là. Et je me disais, mais moi, qu'est-ce que je vais apporter alors que là-bas, en fait, il y a des couturiers talentueux qui prennent pas cher, etc. Et du coup, donc, je suis arrivée en Égypte, on s'est installé. Et à ma grande surprise, en fait, j'ai commencé à être sollicitée par des personnes sur place, en fait, qui me disaient, oui, mais par exemple, moi, je veux des djilbabs, ou je veux des abayas, ou je veux telle chose, mais je veux que ça soit fait à la française. On ne fait pas les mêmes coupes. Et ici, ils savent pas forcément faire les coupes que je veux. Donc de là, j'ai repris du service. Ou bien j'avais une copine à l'époque qui m'avait demandé, elle était enceinte, elle allait accoucher, elle m'avait demandé une gigoteuse. Soit il n'y en avait pas là-bas à l'époque, soit c'était très très cher. Donc du coup, moi, je lui ai confectionné une gigoteuse, un tour de lit, etc. Je confectionnais les rideaux pour moi-même. Et du coup, les gens, quand ils venaient chez moi, ouais, mais tes rideaux, ils sont trop bien, etc. Et du coup, j'ai eu des commandes de rideaux, de draous, parce que les draous, pourtant, on dit c'est un truc simple, mais on n'en trouvait pas où c'était très très cher, pareil. Donc moi, j'ai commencé à confectionner mes draous, mes têtes d'oreiller. Pareil, on m'a sollicité. Et donc de là, en fait, j'ai repris du service comme ça en Égypte. J'ai recommencé en fait là-bas également à commercialiser mes créations. Aussi là-bas, j'ai commencé pour la première fois à travailler avec une marque. Donc il y avait une marque. Donc c'était à l'époque la créatrice de la marque Hafsa que vous connaissez peut-être déjà. Je pense que aujourd'hui ça a changé, c'est plus la même personne. Et donc le fameux djilbab à clips et tout ça. Elle voulait les développer, elle voulait développer des djilbabs, mais voilà, avec le couturier avec lequel elle travaillait à l'époque, bon, ça se passait bien, mais pour faire des prototypes comme ça, c'était un peu plus compliqué de se faire comprendre, parce que pour faire un prototype, il faut essayer plusieurs fois. Donc, du coup, elle m'a sollicité pour ça, on l'a travaillé ensemble, voilà, le premier jet, le premier truc et tout, et donc après, elle avait quelque chose à aller présenter à son couturier, à son atelier. Donc, comme ça, j'ai repris du service, j'ai recommencé à travailler dans mon domaine, et c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait, la couture, c'est vraiment la couture, le modélisme, etc. C'est vraiment un savoir-faire universel, quoi. Et donc, à cette époque-là,
pour la formation, donc sur place, j'ai pas donné de formation, j'ai pas parlé du fait que je proposais des formations, mais il faut savoir que entre guillemets voilà dans la petite communauté, etc. Bah, mon nom, le fait que je donnais des formations de couture, etc. Ça avait un peu tourné, donc j'étais sollicitée un peu de partout. Des fois, j'avais des personnes de Belgique, de Marseille, bref du sud de la France, bref de partout dans la France, des personnes qui vivaient aussi en Égypte ou dans d'autres pays, etc., qui me contactaient pour que je leur apprenne la couture. Et moi, je me disais, mais on est à distance, mais c'est impossible, comment on va faire, etc. Et en fait, à l'époque, il y a une sœur, trois femmes, donc qui m'ont proposé, deux ou trois, je pense qu'elles étaient, qui m'ont proposé, elles voulaient tellement se former avec moi, qu'elles m'ont dit, bon, ben viens, on essaye par Skype. Du coup, on a essayé par Skype, et j'ai quand même réussi à leur montrer des choses et tout, mais bon, à l'époque, ça me plaisait pas trop. Je retrouvais toujours le même problème de, ouais, mais il faut être connecté à telle heure. Il y en avait une qui était à La Réunion, moi j'étais en Égypte, une en France, etc. Donc c'était assez compliqué. Mais donc du coup j'ai laissé tomber. Mais à cette époque-là, j'ai eu la révélation. Je me suis dit, et si je faisais des vidéos? J'ai dit, mais si je fais des vidéos, mais ça va être le top, parce que les vidéos, je vais pouvoir les mettre à disposition. Donc moi à l'époque je me disais, bon ben sur YouTube, il y avait YouTube, ouais, c'était YouTube, et il y avait aussi un peu Dailymotion, mais je pense que YouTube commençait à plus cartonner. Donc je leur mets les vidéos à disposition, elles peuvent les regarder quand elles veulent, moi je détaille bien le truc et tout, et puis on est tranquille. Et de là, donc j'ai commencé à me dire, bon ben attends, j'ai commencé à tourner quelques vidéos, mais avant de vraiment faire une formation, je me suis dit, attends de voir si vraiment ça prend, si ça fonctionne. Et du coup, je me suis dit, écoute, lance une session gratuite, tu prends juste, je crois, 20 personnes, j'avais pris, et tu vois si ça marche, s'il y a des inscrits. Et s'il y a des personnes qui s'inscrivent, bah, au fur et à mesure de la formation, donc par exemple, tu leur dis, tu mets, je sais pas moi, un cours par semaine ou un cours par jour, je sais pas. Et tous les jours, un jour, tu tournes la leçon, tu la montes vite fait, tu la mets. Donc je lance sur ma page Facebook, je dis à mon mari rapidement, comme je vous ai dit, il commençait un peu plus à tâter dans le graphisme et tout ça. Et en plus, je l'avais boosté avant qu'on parte pour qu'il suive une formation. Donc il avait commencé à suivre une formation. Donc il avait beaucoup plus de compétences et tout dans le graphisme. Donc fais-moi une petite affiche comme ça, vite fait, tac, tac, tac. Il me fait l'affiche. Je prends 20 élèves, 20 jours, je crois. On va apprendre à coudre et à faire ta première confection, un djilbab, etc. Je lance et je dis je prends juste 20 inscrits et tout pour tester et puis pour pouvoir faire le suivi. Et au bout d'une heure, moins d'une heure, les 20 places, elles sont prises. Et moi, j'étais comme ça, j'étais choquée et j'avais pas automatisé. Tout ce que je fais, c'était pas aussi développé que maintenant. Donc du coup, j'ai dit, mais comment je fais pour bloquer les inscriptions et tout? Il fallait que j'aille enlever le formulaire pour qu'il n'y ait plus personne qui s'inscrive. Je crois qu'il y a eu 2 personnes de plus qui ont pu s'inscrire. Je me suis dit, c'est pas grave, je les laisse. Mais bref, au final, donc, j'ai lancé cette session gratuite. Ça a cartonné, ça s'est super bien passé. Elles ont suivi la session, elles ont kiffé les vidéos, elles ont réussi à apprendre à coudre, à faire leur confection, etc. Et là, je me suis dit, bah, c'est comme ça en fait que ça a démarré, couture entre sœurs, et c'est comme ça que ça a démarré mon aventure sur le web. Alors, de là, j'ai fait une deuxième session. Mais la deuxième session, je l'ai fait payante. Mais moi, à l'époque, c'était, ouais, je me disais, je vais faire 10 euros, 20 euros. J'avais encore beaucoup de syndrome de l'imposteur, et puis j'avais peur de mettre des prix qui soient, je vais pas dire cher, mais parce que le but n'est pas de facturer cher, mais comment dire, qui soient en cohérence avec quand même la qualité de ce que je proposais, surtout les objectifs que ça leur permettait d'atteindre au final. Donc je faisais des petits prix comme ça, j'ai lancé une deuxième session payante, ça a cartonné aussi, et même de là j'ai commencé à lancer des petites sessions comme ça et tout, c'était toujours la même session. Et j'ai des personnes qui sont venues vers moi, au début il y avait une entrepreneur, je sais plus c'est qui aujourd'hui, qui est venue vers moi et qui m'a dit mais t'es folle, mais augmente tes tarifs, mais franchement c'est ce que tu fais c'est trop bien, mais là franchement tu te rémunères pas à la juste valeur par rapport à ce que tu fais, etc. Mais voilà, moi j'avais un peu peur d'augmenter et tout, donc je pense que j'ai augmenté un tout petit peu, mais j'ai continué à faire un peu ce type de prix. Et à ce moment-là aussi, il faut savoir que je me suis consacrée du coup que à la formation et j'ai commencé un peu
à délaisser la confection. Du coup, parce que je vous l'ai dit, au final, je me retrouvais dans ce que j'aimais le plus, le fait d'enseigner, le fait de créer des cours, etc. Et puis moi, avec le temps, en fait, j'avais plus forcément trop suivi de formation, mais j'avais énormément pratiqué, j'avais appris en autodidacte, et du coup, j'avais compilé tout ce que j'avais fait, je prenais des notes, etc. Et en fait, j'avais créé ma propre méthode en fait pour faire les choses, pour coudre des vêtements islamiques, des vêtements modestes, etc. Et du coup, c'était du coup là, on est en 2014 quand j'ai lancé le blog Couture entre sœurs, parce qu'après ça, je me suis dit, oh, ben, fais un blog, professionnalise un peu les choses, etc. Du coup, on a commencé à travailler sur un blog. Je vous le dis, je pars de zéro. Je n'ai pas d'argent. Je filme avec mon téléphone. J'ai juste acheté un trépied à 30 euros. Donc, pour tenir mon téléphone, j'avais un iPhone. À l'époque, c'était iPhone 4, je crois. Je devais avoir un iPhone 4 ou un iPhone 5 à l'époque. Donc, juste avec mon téléphone, je filmais. Oui, j'avais aussi... non, c'est après que j'avais acheté un appareil photo, je crois. Mais au début, il me semble que soit j'ai commencé avec un appareil photo pas cher, mais vraiment très peu de choses. Mon ordinateur, on avait juste un ordinateur, on travaillait tous les deux dessus, on se le faisait tourner. Et comme ça, je me suis lancée, j'ai fait le blog. On n'y connaissait rien, on est parti sur Internet. Il n'y avait pas autant de vidéos que maintenant, de cours, de trucs qui t'expliquent comment faire les choses, de formation. On est parti par nous-mêmes, on a cherché, on a fait des nuits blanches, les problèmes techniques, on a cherché jusqu'à trouver, etc. Parce que je dis on, parce que du coup, mon mari s'est mis avec moi dans le truc et tout. On a commencé un peu à faire les choses à deux et tout. Et du coup, j'ai lancé mon blog. Et j'ai commencé à écrire des articles, etc. Je n'ai pas fait de référencement, tout ça. J'écrivais moi-même les articles. Je me débrouille bien. Voilà, j'ai fait quand même des études. J'ai eu mon bac. J'ai fait un peu d'études supérieures. Donc, voilà, je suis à l'aise en français. J'arrive à bien écrire. Je suis à l'aise à l'écrit, etc. Donc, même j'écrivais mes articles au sujet de la couture, etc. Et le blog, il a commencé à bien marcher. Donc, c'est le blog Couture entre sœurs. Le blog, il a commencé à bien marcher. Au niveau des ventes, ben, ça allait, etc. J'ai une anecdote. Un jour, j'étais comme ça. On était en galère, encore une fois. Et j'étais comme ça, et je me disais, mais comment on va faire et tout. Là, on a besoin d'argent avec mon mari, on réfléchissait. Lui, de son côté, voilà, il travaillait aussi, mais il avait des petites commandes par-ci, par-là. Donc, il essayait de faire comme il peut à l'époque. Lui aussi, son activité, il l'avait pas encore bien professionnalisé et tout. Vous savez, c'était nos débuts. Et du coup, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, oh, j'ai eu une idée. Et d'un coup, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit un mail où je racontais un peu mon parcours, donc jusque-là à l'époque, et j'ai lancé un coaching 3 mois pour lancer son activité de couturière à 99 euros, je me rappelle. J'avais fait 3 paiements de 33 euros. J'ai écrit le mail et j'ai lancé. Et là, j'ai eu des inscriptions. J'ai eu énormément de personnes qui se sont inscrites. Et voilà, ça nous a permis de respirer, d'avoir de l'argent, de payer le loyer, etc., etc. Et de là, ouais, j'ai encore plus pris conscience. Et moi, il faut savoir qu'il y avait mon mari qui me parlait beaucoup, qui me disait qu'il y a, prends conscience que là, ton activité, ce que tu fais, c'est plus un petit truc comme ça. C'est une vraie activité, ça va devenir ton vrai métier, ça va devenir une vraie entreprise. Lui, il avait déjà une vision, il avait déjà vu le truc, et moi, je ne le voyais pas encore à cette époque-là. En tout cas, voilà, pour vous dire que comme ça, ben, j'ai réussi à générer de l'argent, et là, j'ai vu tout le potentiel de ce qu'il y avait sur le web. Mais je venais de débuter, je tâtais encore, je connaissais pas. Et un jour, donc, je reçois un email, je reçois un message sur ma boîte mail ou sur mon Facebook, je sais plus trop, de Saïd Hamzil. Donc je sais pas si vous connaissez Saïd Hamzil, mais c'est un entrepreneur du web, c'est un pionnier, on va dire, c'est un des pionniers dans la muslim web, business du web pour les musulmans, etc. C'est un des pionniers. Il a un peu ramené les choses, il a développé les choses, etc. Et franchement, il a été super gentil. Qu'Allah le préserve. Je te remercie encore aujourd'hui si tu tombes sur cette vidéo. Et Saïd, il m'a contacté et il m'a écrit un message. Je viens de tomber sur ton blog, un truc comme ça. Il y a énormément de potentiel. C'est super bien, c'est innovant, etc. Mais je te conseille de faire. Et il m'a listé une liste de choses qu'il me conseillait de faire en fait pour développer mon truc et tout. Il m'a dit que voilà, il y avait vraiment beaucoup de potentiel et tout.
Et franchement, j'étais touchée et tout de recevoir en fait ce mail comme ça, et puis ça me donnait des pistes d'amélioration et tout. Et de là, j'ai commencé, je crois, à suivre Saïd Hamzil et tout. Vous savez, à l'époque, on voyait beaucoup des publicités, on en voit encore maintenant d'ailleurs. Oui, de personnes un peu c'est les tout premiers qui ont commencé un peu ces trucs-là. Oui, j'ai gagné de l'argent par Internet, etc. Mais moi, franchement, pour moi, c'était des mythos. Je pensais qu'ils mentaient, etc. Et là, je dis la vérité, j'ai fait confiance parce que c'était déjà un musulman. Je me suis dit, bon, ben, il va pas mentir, etc. Et j'ai pas eu m'inspirer confiance. Le fait qu'il soit venu me conseiller comme ça, spontanément, sans rien attendre en retour, sans rien chercher à me vendre. Franchement, je lui ai fait confiance. Du coup, j'ai commencé à le suivre et à voir ses contenus. Et j'ai vu que, donc, du coup, il proposait la formation WMA. Il me semble que la première fois qu'il l'a proposé, je l'ai vu, mais voilà, j'hésitais un peu et tout, donc j'ai pas pris. Quelques mois plus tard, il a proposé une deuxième session de la WMA. Alors, je vous explique. Hein. Ok, j'avais lancé mes trucs, je faisais des ventes par-ci par-là, mais comme c'était pas structuré, j'avais pas de stratégie, etc. Ben, je faisais des ventes, mais c'était pas forcément régulier, etc. Et donc, du coup, il y avait la formation à l'époque, je sais plus du tout combien elle coûtait, je crois que c'était 700 euros, avec on pouvait faire un paiement en plusieurs fois, je crois. 300, 700, je sais plus du tout, franchement, j'ai oublié. Et on a beaucoup réfléchi, est-ce qu'on s'inscrit, on s'inscrit pas, etc. On a fait la prière de consultation et on s'est dit, vas-y, viens, on s'inscrit. Et je me suis inscrite et c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait dans ma vie. Parce que, après avoir suivi cette formation, faut savoir qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai pu sauter un peu, ou voilà, c'était des bases à reprendre, mais j'ai pu aller assez vite parce que trouver son idée, moi j'avais déjà mon idée, j'avais déjà mon blog, etc. Donc j'ai juste eu à optimiser le blog, à ajouter des choses, etc. J'ai suivi la formation à la lettre. J'ai mis en place donc tout ce qu'il le préconisait de faire et j'ai organisé mon premier gros lancement. Et là, ça a cartonné. Ça a cartonné et je m'y attendais pas. D'ailleurs, ça a été vraiment soudain parce que je m'y attendais pas, donc j'étais pas préparée. Ça a été un bien, donc je regrette pas. Mais si c'était à refaire, ben ouais, je me serais mieux organisée parce que j'ai eu beaucoup de problèmes par la suite. J'en parlerai en détail dans certaines vidéos. J'ai eu des soucis après parce que je me suis retrouvée seule. Bon, on était deux, mais on n'était pas prêts en fait. J'avais accepté aussi beaucoup de choses parce que ouais, mais tu peux me laisser d'abord aller à tel module. Moi, ça, c'était pas prêt, telle chose, telle chose. Bref, il y avait beaucoup de choses. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Moi, le but de ma chaîne, c'est de vous partager la réalité des choses. Donc, malgré ça, franchement, ça a cartonné. J'ai gagné en l'espace de 7 jours plusieurs milliers d'euros. Et on va dire que c'est là que la machine, elle s'est lancée. À partir de ce premier gros lancement-là, faut savoir qu'à ce lancement-là, j'ai eu des affiliés qui ont gagné, je crois, plus de 7 000 euros, voire plus. Donc, un affilié, en tout cas, qui a gagné cette somme, des affiliés qui ont gagné 3 000 euros, etc. Donc, en tout cas, j'ai gagné plusieurs milliers d'euros. J'étais choquée, j'étais pas prête. Et là, je me suis dit, ah oui, là, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros potentiel. Ça, c'était en 2015. C'était fin 2015, c'était en décembre 2015. Et de là, ça m'a permis de mettre en place une stratégie. Donc, la formation de Saïd Hamzil, j'étais déjà lancée, ça m'a propulsée. Et ensuite, donc voilà, j'ai suivi beaucoup d'autres formations, je me suis professionnalisée. Nous aussi, on a fait beaucoup de choses. Nous, on est du genre à faire les choses. J'attends pas après, que après les formations. Mais les formations, c'est une base. Mais après, moi, je mets les mains dans le cambouis. Donc, mon mari et moi, on a mis les mains dans le cambouis. On a fait beaucoup de choses. Après, j'ai sorti beaucoup d'autres formations. Et j'ai continué à gagner, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, de l'argent sur le web. On a pu devenir indépendant grâce à nos activités sur le web. Ça nous permet aujourd'hui de vivre sereinement à l'étranger. Bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas, rien n'est parfait. Mais aujourd'hui, on vit de nos différentes activités. Pour vous faire un petit update. Donc, j'ai Couture entre sœurs, toujours le blog dans lequel je propose des formations de couture et pour apprendre également à créer des vêtements avec une spécialisation dans la création de vêtements islamiques et aussi d'accessoires. Après, il y a Olarea qui a vu le jour. Olarea, c'est un institut de formation
professionnels pour se former dans les métiers de la mode. Donc c'est vraiment pour les personnes qui veulent aller très loin, qui veulent vraiment se professionnaliser, lancer leur collection, travailler avec des ateliers, etc. Ensuite, je suis en train de lancer d'autres business, donc je reprends la vente de tissus et d'accessoires. Là, vous pouvez voir ici, par exemple, un des accessoires qu'on va commercialiser, des perroquets, des règles de couture, des tissus, etc. Vraiment, pareil, en spécialisant sur des tissus qu'on ne retrouve pas forcément facilement, des tissus pour faire des abayas, etc. J'en reviens rapidement au Laréa. Laréa est spécialisé donc dans les métiers de la mode, mais pour la modeste fashion et tout ce qui est la mode ethnique. Donc voilà, avec le temps, j'ai également accompagné beaucoup de femmes qui ont pu se lancer. Il y a beaucoup de marques, de créatrices aujourd'hui, donc qui se sont lancées après avoir suivi mes formations. Si d'ailleurs tu tombes sur cette vidéo, que tu fais partie d'une de ces créatrices, n'hésite pas à me laisser un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir, ça me fait plaisir de découvrir les marques des personnes qui ont suivi une de mes formations et qui ont pu se lancer grâce à voilà au contenu que je partage. Donc aujourd'hui, je vis de mon activité sur le web. Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, c'est voilà, il y a des victoires, il y a des difficultés. Et en fait, c'est tout ça que je vais partager sur cette chaîne. Et voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai fait beaucoup de choses. Alhamdoulilah, j'ai pu voilà, gagner de l'argent, stabiliser un peu mes entreprises. Là, on est en 2023, au moment où je tourne cette vidéo, on est en fin janvier 2023. Donc, tu vois, je te disais que ça a commencé en 2008, mon histoire avec l'entrepreneuriat. Donc, j'ai beaucoup de recul, j'ai beaucoup d'expérience et j'ai beaucoup de choses à te partager. Alors là, je ne pensais pas que la vidéo elle allait prendre autant de temps. En tout cas, je pense que voilà, si t'es quelqu'un qui est motivé, qui veut te lancer, ben, je pense que tu vas la suivre en entier. En tout cas, si t'es arrivé là, franchement, félicitations. Franchement, moi-même, j'ai aimé faire cette vidéo parce que ça m'a permis de me remémorer mon parcours et de me rendre compte que j'ai fait énormément de choses. Et c'est bien aussi parce que parfois, on se focalise beaucoup sur ce qu'on fait, sur les problèmes qu'on peut rencontrer, sur les difficultés, mais pas sur tout ce qu'on a accompli. Et ça me permet de prendre conscience moi-même de tout ce que j'ai accompli. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les actualités. J'ai déjà beaucoup de vidéos qui sont prêtes, que je vais partager au fur et à mesure. Et n'hésite pas également à me laisser un commentaire, déjà pour me dire ce que tu penses de cette vidéo, mais aussi pour me dire quels sont les thèmes que tu aimerais que j'aborde sur ma chaîne YouTube. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.